Bonjour à vous. Je voudrais évoquer avec vous la rentrée 2022 qui est pleine de risques sociaux. Il faut bien comprendre qu'on est depuis maintenant quelques années, au moins une vingtaine d'années, dans une extension d'une sorte de bipolarisation de la société. On pourrait croire que c'est un stéréotype, mais pas du tout. On le voit bien sur le terrain. On voit bien qu'il y a une élite un peu mondialisée qui s'en sort très très bien. Dans le système et que pour les classes populaires, c'est de plus en plus difficile. Ça s'explique parce qu'on est dans des cycles économiques assez bas, il n'y a pas de nouvelle énergie, il n'y a pas une source de croissance monstrueuse, ce qui fait que finalement, il y a une espèce de capitalisme de rente qui s'est mis en place pour une élite qui a bien su profiter de la mondialisation, des experts, des gens qui ont une très haute valeur ajoutée dans les organisations, qui sont de plus en plus choyés. Et en bas, finalement, surtout sur des métiers à faible valeur ajoutée, on essaie de faire de la rentabilité sur du volume. Et finalement, il y a une concurrence à la fois avec d'autres pays à bas coût et à la fois avec l'automatisation des nouvelles technologies. Et donc, finalement, pour les emplois peu qualifiés, il y en a de moins en moins. Et finalement, les personnes se retrouvent en difficulté. Au milieu, on a une classe moyenne qui tire la langue, clairement, qui essaie justement un peu dans cette compétition face à la valeur ajoutée de tenir et qui le fait de plus en plus par la charge et par le stress. C'est-à-dire que finalement, pour rester rentable dans ce système-là, je dois travailler de plus en plus dur avec de plus en plus d'intensification du travail. On a une élite globalia qui peut travailler n'importe où, qui bénéficie complètement du système et qui a de plus en plus d'argent, hein. Et une frange de la population, localia, qui est dépendante de son système géographique et qui a du mal de plus en plus à s'en sortir. Donc, très clairement, la très grande majorité se retrouve en localia. Quelqu'un qui est ouvrier d'une usine aujourd'hui, dans une zone où il n'y a pas d'autres usines, s'il perd son job, ça va être très difficile pour lui à la fois d'être mobile parce qu'il n'aura pas l'occasion de pouvoir revendre sa maison, par exemple, pour que sa femme ou son mari puisse retrouver un autre job, un autre emploi. Et puis, sa qualification ne va peut-être pas intéresser ou ça va être délocalisé ailleurs. On a perdu beaucoup d'industries, par exemple, en France. Quelqu'un qui est dirigeant d'une grosse société qui parle anglais, il peut trouver du boulot à Paris, il peut trouver du boulot à Milan, il peut trouver du boulot à Londres, à New York. Il peut faire en partie à distance. Voilà, donc il a aucun problème, il est globalien, entre guillemets. Il peut être sur plusieurs géographies. Ça change beaucoup les choses. Bon, ce mécanisme-là, il crée un ressentiment et des dettes psychologiques, j'y reviendrai. Et il a été complètement amplifié par le Covid parce que ça a marqué justement cette différence. Pourquoi? Parce que la société digitale qui est en train d'arriver, elle marque cette bipolarisation. Vous avez d'un côté des emplois qui peuvent être digitalisés, très bien traités, avec des personnes qui vont profiter à plein de ce système, qui peuvent avoir du semi-principal dans une maison au bord de l'eau et puis un job à Paris, prendre le TGV, et puis des personnes qui ne sont pas là-dedans, dont le métier va être par exemple de plus en plus automatisé par l'arrivée des robots, par l'arrivée de l'informatique, la digitalisation de leur métier. Ça ne sera pas complètement le cas, ça va prendre encore un peu de temps, mais en tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est déjà là. Et ça crée beaucoup de ressentiments parce qu'il y a un phénomène que c'est injuste et que c'est basé sur une rente. Ce n'est pas basé sur le fait que il y a des méritants d'un côté et puis d'autres qui quelque part, n'ont pas gagné la compétition. Non, c'est lié au fait que c'est une sorte de plutocratie qui s'auto-forme quelque part au niveau sociétal, hein, avec un capital social, et que ce n'est pas juste parce qu'effectivement, c'est basé sur une rente. Alors, si vous associez à ça en plus le sentiment et le vécu et une réalité qui est liée au fait qu'il y a des gens qui vont avoir un héritage et d'autres pas, et que ça change quand même beaucoup les choses, notamment sur quelque chose qui est très important en France, qui est le logement,
vous avez une situation explosive qui était à bas bruit et qui est en train d'exploser littéralement en France, comme dans la plupart des pays occidentaux. Ce n'est pas uniquement un ressentiment, c'est une dette psychologique. Ressentiment, c'est quelque part une émotion, une frustration, de la colère. La dette psychologique, c'est de dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai joué le jeu des systèmes dans lesquels je suis et en contrepartie, on ne me respecte pas. Quelque part, on nie mon existence à travers ce manque de respect. Donc, on me doit quelque chose. Je dois au moins pouvoir le faire payer à quelqu'un. Et vous allez avoir un mécanisme où soit les gens se dépriment parce qu'ils l'intériorisent, ils se dévalorisent tout seuls, par exemple, où ils vont avoir le ressenti que leur existence n'a pas de sens par rapport à celui d'autres personnes, ou collectivement, vous allez avoir de plus en plus des mouvements qui visent à faire payer cette dette psychologique, avec, dans l'inconscient collectif, la volonté de trouver des boucs émissaires pour les brûler sur la place du village. C'est un mécanisme qui a toujours existé, et il faut savoir que le bouc émissaire, ça a toujours été un mécanisme, quelque part, qui visait à une extension, au fait qu'il y ait une extension de la violence. On le voit avec les dernières élections qu'il y a eu dans tous les pays occidentaux. On place des populistes au pouvoir. On place des personnes qui sont là pour casser le système. Pourquoi? Parce que le système, il est vécu comme injuste. Donc l'idée, c'est de faire payer. Ce n'est pas forcément de trouver des solutions, c'est de faire payer. Et cet inconscient collectif, on le retrouve depuis des années et avec une émergence dans tous les pays occidentaux, dont la France. On va le retrouver naturellement, et on le retrouve d'ailleurs dans les entreprises. J'ai envie de dire, en ce moment, ça va parce que l'emploi étant florissant sur la période, ça va changer. Malheureusement, le rapport de force fait que, quelque part, les employeurs font plus d'efforts par rapport aux salariés aujourd'hui. Bon, il faut avoir en tête que, notamment parce que la génération du baby-boom va massivement partir à la retraite, de maintenant, dans les prochaines années, on va quand même avoir un rapport qui va peut-être se rééquilibrer un peu plus en faveur des employeurs. Vous rajoutez maintenant l'inflation, qui est ce qui peut faire le plus exploser la bipolarisation. Vous êtes cadre dirigeant, vous êtes profession libérale qui va bien, vous gagnez bien votre vie, bon, il y a de l'inflation, vous arrivez à manger. Vous êtes déjà en difficulté, vous n'en sortez pas, alors que vous travaillez, que les deux travaillent. Le transport, vous habitez en périurbain parce que vous pouvez de moins en moins être, par exemple, en centre-ville. Vous devez avoir deux voitures, vous avez des coûts induits qui sont énormes. Comment voulez-vous ne pas être en colère par rapport à la situation ou trouver au moins que votre engagement au travail est absurde? Alors, si par ailleurs, des dirigeants qui, eux, ne souffreront pas de la même manière de la situation, puisqu'ils font partie de Globalia, vous donnent le sentiment qu'ils ne font rien pour améliorer les conditions de travail, les conditions managériales, les conditions relationnelles, vous êtes sûr d'avoir un bon cocktail pour avoir des crises sociales dans lesquelles personne dans l'entreprise ne cherchera à trouver des solutions par rapport aux problématiques auxquelles sont confrontées toutes les entreprises, mais à trouver plutôt des boucs émissaires. Et c'est une vraie difficulté parce qu'à un moment donné, on rentre dans une espèce de cycle de la destructivité où, en tant qu'intervenant, on peut essayer de discuter de comment on améliore la qualité de vie au travail, que ce soit sur la procédure, la charge, le qui fait quoi, l'organisation du flux d'activité, les locaux, le contenu. C'est très compliqué dans ce type de contexte parce que le contenu, c'est plus du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de casser. C'est une relation qui est marquée par la défiance, voire même une sorte de paranoïa de groupe, paranoïa ordinaire, bien entendu, pas psychiatrique, mais une paranoïa de groupe dans laquelle l'individu ne pense plus, il est pris par une dynamique collective de destructivité. Comment voulez-vous être orienté solution dans ce contexte-là? Ce
qui est important, sans doute, dès maintenant, c'est d'être en préventif et d'anticiper le fait qu'il y aura des risques sociaux importants en 2022. Qu'est-ce que vous faites sur la qualité de vie au travail? Comment vous accompagnez le management par rapport à ces questions-là? Quelle réflexion vous avez sur ces mouvements sociaux au niveau de l'entreprise? Quel est le sens de l'entreprise? Quelle réflexion sur l'emploi, sur les salaires, sur comment vous améliorez les conditions de vie des salariés? Comment vous améliorez l'expérience collaborateur? Quelle est la forme de dialogue social? Quels sont les signaux qui existent déjà? Si vous avez une crise sociale, comment est préparé votre comité de direction? Quelle structure vous avez mis en place pour gérer ce type de situation? Si vous avez avoir des difficultés au niveau de l'organisation, comment vous allez gérer ça? Est-ce que vous allez être très descendant, extrêmement dur par rapport au coût, par rapport à tout un tas de sujets? Est-ce que vous allez faire du participatif ou pas du tout? Tout un tas de questions sur lesquelles il faut se préparer. Alors, la difficulté, c'est qu'on a des dirigeants, notamment des DRH, qui sont crevés. Hein. Ils sont crise sur crise. Moi, je vois 90% de mes clients de comité de direction ou DRH, ils sont essorés, ils sont épuisés par l'enchaînement de toutes ces crises et ils ont perdu leur capacité à pouvoir décider. Il y a une fatigue décisionnelle. Il y a eu tout un tas de décisions à prendre. Ils ont énormément de mal. Et quelque part, du coup, on va rentrer dans l'ultra court terme. Par exemple, aujourd'hui, on va gérer l'emploi, ce qui peut se comprendre. Le problème, c'est que c'est une vague sociale qui va être assez importante. Et si on n'anticipe pas sur ce sujet, le jour où il y aura ces fameuses tensions qui peuvent être assez importantes, il sera compliqué de retrouver des marges de manœuvre si on n'a pas mis en place quelque part des actions préventives ou curatives, mais qui ont été pensées en dehors de la crise, non pris par l'émotion et par les tensions que ça peut générer. Voilà, c'est un début de réflexion. Ça peut être salutaire parce que de toute manière, cette bipolarisation, il faut la réfléchir. C'est un véritable souci qui est dans l'inconscient collectif depuis des années, encore une fois. Par exemple, si on réfléchit à pourquoi il y a eu une vague de films, par exemple sur les zombies, c'est intéressant d'un point de vue de la psychanalyse jungienne. Très clairement, toute cette vague qu'il y avait eu, je crois, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, ça représentait quelque chose de l'inconscient collectif, c'est-à-dire c'était bien un peu cette populace, entre guillemets, qui a une existence quasiment morte, au sens où dans ce système-là, on leur dit qu'ils n'existent plus et qui se révoltent et qui va ravager la capitale, par exemple. On voit bien que quelque part dans l'inconscient collectif, on avait déjà capté la problématique et il y avait déjà ces dates psychologiques qui circulaient et qui peuvent exploser dans ce contexte-là. Les psychologues, les consultants qui sont capables de pouvoir penser à ces questions-là sont extrêmement utiles parce qu'on va devoir être en tiers par rapport aux différentes interactions qu'on va avoir et surtout être quelque part dans une position où on s'engage avec chacun pour essayer de trouver des solutions en sortant de cycles potentiels de destructivité, alors que nous-mêmes, nous serons pris dans ces enjeux-là, bien entendu, comme tout le monde. Voilà pour cette réflexion et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.